Les associations et les ONG au niveau de l'Europe. Si chez nous, on a plus de 20 millions de personnes engagées en France, de bénévoles engagés, ce qui est énorme. En fait, depuis 10 ans, on constate au niveau européen qu'il y a une augmentation forte des contrôles, des attentes, des restrictions à la liberté des associations. C'est le cas en Hongrie, en Bulgarie, en Autriche, en Slovénie, en Italie. Ce n'est pas un sujet qui est marqué, qui est gravé dans le marbre. Donc il faut y faire régulièrement attention. Et comme je suis en plus inspecteur général d'éducation et de recherche, je suis amené à contrôler des grandes associations nationales. Donc je peux être des deux côtés de la barrière, mais je regarde bien, je sais différencier les malversations dans les comptes et un respect de la loi de 1901 et la mise en œuvre de projets associatifs. Concluez tous les deux, et j'ai la phrase, que plus une société civile est forte, plus le système démocratique est robuste, car les normes sociales de solidarité promues dans la société civile produisent également des comportements pro-démocratiques. Les citoyens apprennent à résoudre différents problèmes avec d'autres citoyens à petite échelle, ce qui leur permet de mieux comprendre la coopération politique et les procédures démocratiques. Ils peuvent ensuite transférer ces compétences au niveau de la société dans son ensemble et les mettre en pratique face aux politiques nationales. C'est vraiment tout le défi qui nous concerne, qui vous concerne dans cette journée. Je pense que nos tables rondes et les différents thèmes qui ont été traités auront été enrichis et seront enrichis par cette prestation dont je te remercie. Si nos deux, Pierre Julien, Daniel, veulent bien laisser la table à la première table ronde, je vais faire un glissement et j'invite les membres de la première table ronde, c'est Loïc, Michel, et le président de la HAC, à la table ronde, là, qui n'est pas ronde, rectangulaire, et le temps qu'ils se mettent à leur place, j'invite la secrétaire générale adjointe, Estelle Menezes, à vous présenter cette table ronde, son sujet, et à faire quelques commentaires sur l'ensemble des deux thèmes de cette table ronde. Aujourd'hui, où s'ouvre la COP28 à Dubaï, les inégalités climatiques sont criantes. Il est estimé que 1% de la population la plus riche émet autant d'émissions de CO2 que 2 tiers de la population la plus pauvre et la plus exposée aux bouleversements climatiques de long terme. La crise planétaire du changement climatique, de perte de la biodiversité et de pollution met en péril la santé humaine et planétaire, exacerbant les conflits, les inégalités. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter la première table ronde de ces colloques du centenaire et de la refondation du CITI sur les sujets des droits humains et démocratie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde hyperconnecté, 8 milliards d'êtres humains consomment les ressources naturelles plus vite que la capacité de la planète à les produire, à absorber la pollution, à reconstituer les écosystèmes. Nous sommes en déficit avec la Terre-Mère et 6 sur 9 limites planétaires ont été dépassées. En 2023, les températures dans l'hémisphère nord ont battu tous les records depuis les débuts de l'ère de l'histoire de l'humanité, selon l'Observatoire européen Copernicus. J'ai vu à travers notamment le président de l'heure, Pierre-Julien Dubost, et le président actuel, Claude Laurent-Gentil, qui avait, notamment en parlant de refondation, cette volonté de faire en sorte que le City, dans des grands débats, des grandes réflexions sociétales, que nous puissions nous ouvrir notamment au monde. Et c'est en cela que je suis émue, notamment à travers les différents partenariats que nous avons signés avec la Haute Autorité de lutte contre la corruption, mais également aussi le haut patronat des commerçants et opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, représenté ici par le directeur, dont moi-même je fais partie en tant que vice-présidente également. La société
qui ont posé ces questions il y a encore 3 ans, les questions ne se posent plus de la même manière. Donc c'est comme si on parlait de la glaciation et on parlait d'histoire moderne. Donc je vais vous brusquer, mais ce ne sont que les faits. Je vous rassure, les peuples n'aiment pas les faits. Mais vous êtes des hommes d'esprit, donc vous apprécierez le poids des faits, ce qui vous permettra de ciseler votre jugement. Donc nous rêvons de tout. Donc, il y a, comment dire, on doit rechercher de la cohérence dans un monde qui est désormais dans un profond déséquilibre. Donc, ce qui fait qu'on va avoir, comment dire, un déroulement qui va vous amener à appréhender un certain nombre de choses que vous maîtrisiez, mais on va les mettre en lumière. Lorsqu'on analyse l'évolution de ces 2 dernières décennies, on constate un phénomène d'accentuation de la violence de nos sociétés. Si vous ne l'avez pas constaté, c'est que vous étiez en période d'hibernation. La cohésion sociale, qui est un ciment, s'est petit à petit estompée en l'absence d'une réelle vision globale, en l'occurrence d'une réponse des dirigeants vis-à-vis de leur population au profit d'un traitement morcelé répondant idéologiquement aux différentes composantes qui, paraît-il, constituent nos sociétés et la France en la circonstance. Et c'est important, je dirais, de prendre en compte ceci. Dans le fond, on ne dialogue plus. Ce qui est important, c'est de s'invectiver, comme si la politique pouvait se résumer à un choc des mots. Et à l'heure actuelle, le discours politique n'est qu'un art de slogan médiatique, sans fondement, sans cohérence, comme si on souhaitait s'adresser à un peuple réduit aux affaires. Lorsqu'on a créé le Parlement européen, on n'a pas dit au peuple, vous souhaitez un Parlement. On leur a dit, vous votez pour voir les élus. L'Europe s'est faite sans adhésion des peuples. Et lorsqu'on a souhaité les sonder, on s'est aperçu que dans le fond, il y avait une problématique. Alors là, on peut se poser une question, pourquoi ce désordre? On leur a dit, il y a l'Europe et vous devez aimer l'Europe. On n'aura pas expliqué pourquoi l'Europe était nécessaire. Et là, au sein de la Commission, il y aurait sans doute, comment dire, un grand éclairage qui devrait être fait. Quel est l'avantage? Est-ce qu'il y a une direction de la communication qui valorise l'idée et les avantages de la création de l'Union européenne? Alors, la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de la présence dans tous les secteurs d'activité, même dans le domaine de la défense et de la sécurité, va modifier les usages et les façons de faire et d'être. Quelle société allons-nous construire et vivre? ChatGPT va-t-il augmenter les capacités humaines, cantonner l'homme à un groupe de questionnaires? Je ne pense plus, pose des questions et je pensais pour toi. Posez-vous les questions. Et on pensera à ça le roi. Et en l'occurrence, Cassandre, plus il voyait l'avenir avec précision, moins on l'écoutait. C'est bien souvent ceci, on ne veut pas voir, parce que la réponse qui est posée, plutôt la question qui est posée, dérange. Nier la réalité est la meilleure façon d'envisager le pire. Et là, il faut reconnaître qu'on est bien branché. En voulant bien faire, on risque de créer un profond mal-être, avec à terme peut-être l'explosion de nos sociétés. Je dis bien l'explosion de nos sociétés. Et le mot de la fin, une démocratie n'a jamais abouti, c'est une démarche en construction perpétuelle. Merci. En effet, mon engagement au service du développement durable, quand je l'ai compris, et donc je l'ai compris quand il a été présenté au sommet de Rio en 1992, et il faut le comprendre comme l'appel à un nouveau modèle de développement pour l'humanité, et non pas comme une réponse sur le tri des déchets. D'accord? On n'est pas dans le même paradigme. Le développement durable n'est pas un propos de militant écologiste. Le développement durable est une affaire sérieuse et qui doit être conduite. Deuxième sujet, j'ai une préoccupation, c'est donc les générations futures. Il y avait un débat, et Michel doit s'en souvenir, savoir qui englobe l'autre. Est-ce que c'est le développement durable qui englobe l'éthique des générations futures, ou bien est-ce que c'est l'inverse? Eh bien, je trouvais que c'était un débat qui n'avait pas beaucoup de sens. Maintenant, j'ai compris, j'ai la réponse.
C'est-à-dire que nos amis du GIEC nous ont parfaitement dit que nous avons devant nous une décennie pour faire des évolutions radicales dans certains domaines, et notamment dans le domaine des énergies fossiles. Et donc la problématique, c'est que notre système éducatif ne répond pas à ce besoin de compétences. Et c'est dramatique parce qu'on va vite s'en rendre compte. C'est-à-dire que dans un an ou deux, quand on va sortir de la COP28, on va dire mais où sont les porteurs de projets? On ne les a pas formés, ils ne sont pas disponibles. Il y a même une enquête qui a été faite par une ONG tout à fait importante qui s'appelle Energy Cities, qui a montré qu'il y avait aujourd'hui un besoin de porteurs de projets pour le climat en Europe de au moins 200 000 porteurs de projets qualifiés. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que la population est bien plus au fait du sujet que les politiques. Il se trouve que les politiques sont en retard de 30%. C'est Daniel Bois, qui est un prof à Sciences Po, qui dirige le CEDIPOF, qui a fait des enquêtes comparatives entre l'opinion publique et les parlementaires. Eh bien, pendant des années, les parlementaires étaient très en retard par rapport à l'opinion publique sur leur compréhension de la problématique climat. Ah oui, non, c'est un crime. Moralement, c'est un crime. Mais dans le texte, ce n'est pas reconnu comme crime. Le terme n'est pas ça. C'est ça, c'est une contravention. C'est dans le domaine de la criminalité environnementale, mais toujours est-il que l'écocide, qui consiste en fait à détruire l'environnement pour des actions à but parfaitement économiques ou autres, voilà. Donc, en fait, pour moi, le problème, il n'est pas dans la compatibilité ou l'incompatibilité des deux systèmes, puisque qui dit humanité dit environnement, qui dit environnement dit humanité, et qui dit humanité sereine dans un environnement serein dit forcément démocratie. Puisqu'on voit bien, c'est dans les dictatures que le niveau environnemental, c'est pas la joie. C'est dans les systèmes où on attaque l'environnement, on a des problématiques de droits humains, et vice-versa. Donc je me suis posé la question. Puis après, en creusant, je me suis dit, mais en fait, on se pose cette question de compatibilité aussi parce que la question de la reconnaissance d'un droit à l'environnement propre, sain et durable, c'est super récent. Alors c'est super récent dans la loi, puisque c'est une résolution, alors on ne va pas trop jargonner, on ne va pas mettre trop d'articles, on n'est pas là pour ça, mais sur une résolution ONU de 2021, si on se remet un peu dans le contexte, 2021 c'était hier, c'est la première fois qu'on a un texte, alors tout le monde a un petit effort en disant c'est super, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu autre chose avant, mais enfin au niveau international, au niveau ONU, c'est la première fois. Il est très clair, les gens qui me connaissent dans la salle, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres qui vont apprendre à me connaître. Moi, la COP28, qui est présidée par, alors certes, le ministre de l'Industrie de son pays, les Émirats Arabes Unis, mais il est aussi directeur général de la boîte qui fait la pluie et le beau temps sur le pétrole au niveau international, ça pose une question. Ça pose une petite question de conflit d'intérêts quand même. Alors moi, je veux bien qu'on discute de beaux principes, d'éducation, de problématiques environnementales, etc. Mais voyons les vrais problèmes. En fait, le vrai problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est dans la maison de l'Amérique latine, et l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, c'est une partie du monde qui est très très frappée par les problématiques liées à l'environnement. Je ne sais pas si vous savez, mais on a, alors je suis obligée de le relire à chaque fois parce que j'y crois pas en fait. Dans le monde, on a un assassinat tous les 2 jours d'un défenseur de l'environnement, et c'est en Amérique du Sud qu'on a le plus de problèmes. En Colombie, c'est 60 tués. On parle de gens, là on ne parle pas de trucs, alors oui c'est beau, il faut bien qu'on respire l'air, C'est des gens qui se font tuer juste parce que ce qu'ils veulent, c'est préserver leurs rivières, préserver leurs terres, préserver l'air environnement. Et quand c'est leur rivière et leur terre, en réalité, c'est notre terre, c'est notre rivière, c'est notre air. D'accord? L'air, il ne s'arrête pas à la frontière. Donc, il y a un vrai problème. Et alors, parlons aussi, alors moi j'ai toujours en tête, et je ne veux pas à chaque fois écorcher son nom, donc je l'ai noté, je vais celle, tu me diras si c'est bien, Emilsen Malignoma, est-ce que je prononce bien? C'était 2017, février 2017, défenseur activiste colombien de l'environnement assassiné, plusieurs coups de couteau, plusieurs balles, c'est ça la réalité, vous voyez, la problématique des droits humains et de l'environnement. On n'est pas en train de faire des petits trucs dans les salons, même si le salon est sympathique. Ça sent le sang, ça sent la sueur, ça sent, excusez-moi l'expression, la merde. Et en fait, cette personne qui s'est fait tuer, comme il y avait son mari qui était dans le coin et qui évidemment la soutenait, lui aussi il y est passé. Et tous les 2 jours, on a un assassinat. Mais on n'a pas que des assassinats, on a des disparitions forcées, on a des viols organisés,
dans des villages, dans des villes un peu partout. Je parle de l'Amérique du Sud parce qu'on est ici en Amérique du Sud. Mais c'est le cas aussi en Asie, c'est aussi le cas en Afrique. On a des vraies problématiques. On pille, on veut avoir le nouveau minerai qui va bien, tiens, on a besoin, tiens, j'ai mon téléphone portable, là, j'ai besoin du petit minerai qui est dedans pour que ça tourne. Bah alors, c'est pas si grave, hein. C'est pas si grave de faire bosser des gens, de faire bosser des enfants, et puis on ferme les yeux. Le vrai problème de fond, et Jacques l'a très bien dit sur cette notion de pollueur-payeur, c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Parce que ça veut dire, si tu as de l'argent, tu peux polluer, on n'en a rien à faire. Donc, si tu as de l'argent, ça peut compenser. Non, l'argent, ça ne compense pas l'air qui fait qu'on a des enfants qui ont des bronchiolites à répétition. À Paris même, hein, on a des problématiques comme ça de santé qui nous touchent, ça ne compense pas. Alors évidemment, je peux continuer comme ça pendant longtemps à parler de tout ce qui ne va pas, sauf que ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Face à nous, on a des très grosses structures qui sont des pollueurs, payeurs, qui continuent de payer, et non seulement ils payent quand ils polluent, enfin des fois ils ne payent pas tout d'ailleurs, hein, au passage, hein, parce que franchement, moi je trouve que la compensation n'est pas terrible, mais c'est surtout qu'ils payent pour se refaire une beauté. Ils font du greenwashing. Alors vous allez avoir telle entité dans le pétrole, telle entité dans l'industrie textile, qui va organiser un petit symposium, un petit colloque, et qui va même vous proposer des subventions. Je veux dire, c'est toujours les mêmes. Il faut qu'on ait des scientifiques à la table, et il faut aussi qu'on ait la population. Ça a été très bien dit sur le fait que la population s'y connaît mieux que nous. Et quand on parle des liens, je vais essayer de faire court, quand on parle des liens entre environnement et droits humains, il faut aussi avoir, et démocratie, il faut aussi avoir conscience que c'est quand on est dans un environnement dégradé, quand on est dans un environnement pas propre, quand on est dans un environnement qui n'est pas sain, que là on est sujet forcément à la violence, que là forcément on est sujet à des dérives antidémocratiques, et pas l'inverse. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise qu'il y a des quartiers qui sont violents et parce qu'ils sont violents, c'est à cause d'eux que tout se passe mal, etc. Moi, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi dans ces quartiers il y a de la violence. Eh bien, vous savez, moi, je ne prends pas toujours le taxi, je prends le métro, je prends le RER, je vais dans des cités et là, je me rends compte des problèmes. Et là, je vois que effectivement, moi qui ne les prends pas tous les jours, des fois ça m'arrive, je fais 2 conférences par an à l'unité de Saint-Denis, où je prends volontairement le tram, qui est un tram pourri, hein, c'est pas le joli tram parisien, hein, d'accord, où ça sent pas bon, où il y a des agressions, où vous avez peur pour votre vie, où en tant que femme, vous ne vous sentez pas à votre place. Je tiens à vous le dire, il faut vraiment être habillé, je veux dire, il faut que rien ne dépasse. Hein. Là, à un moment donné, vous vous dites, mais c'est ça qui crée. Donc, l'environnement n'est pas propre, l'environnement n'est pas salubre, et bien là, on devient violent. Donc, en fait, c'est une boucle sur laquelle il faut qu'on intervienne à chaque étape. C'est créer un environnement sain. Comment on peut créer un environnement sain? Il n'y a pas 36 000 façons. C'est pas juste avec des mots, c'est en se retroussant les manches. C'est aussi en utilisant la force des entrepreneurs. Donc, c'est ça le problème. Aidons les structures locales, soyons moins prétentieux et moins élitistes en ce qui concerne le bon sens. Comme on dit, il y a le bon sens populaire, il y a le bon sens des gens. C'est les gens qui sont confrontés à l'air officier qu'on doit écouter, et pas nous quand on est dans notre petite sphère à bien respirer. Je suis toujours un peu exaltée, Claude Laurent, excuse-moi, j'avais promis de rester calme, mais on ne peut pas rester calme sur ces problématiques-là. Donc pour résumer, agissons tout de suite maintenant, toutes générations confondues, ensemble, mélangeant les associations, les institutions, les entreprises du privé, mettons en place des opérations, j'allais dire, mais si j'assume, des opérations de lobby, de manière à être aussi fort, alors sans utopie totale complète quand même, sans illusion complète, enfin il faut y aller, pour pouvoir contrebalancer les lobbies de l'argent et aussi les lobbies des réseaux sociaux. Loïc parlait du digital, le digital c'est essentiel, et moi je ne me poserai pas les mêmes questions que toi, tu le sais. Pour moi le digital c'est la clé, et c'est juste qu'on n'est pas bon. C'est-à-dire que les extrémistes, ils sont bons en digital. Les lobbyistes des grands groupes qui veulent vous faire croire que la voiture ça sent bon, ils savent faire. Et nous, les démocrates, les humanistes, on n'est pas bons. Et justement, les jeunes sont bons.
c'est là qu'on peut les mobiliser. C'est vrai qu'on parle de transparence et des fois c'est des mots qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et la transparence, ce n'est pas une question mince. Et en Europe, on a beaucoup lutté pour qu'il y ait transparence, par exemple, pour la détermination des prix au niveau de la consommation. Qu'il y ait transparence aussi pour la détermination des fonds propres des banques ou des ratios potentiels, afin de savoir s'il y a des risques ou non pour la détermination des crédits. Mais ce sont des questions qui ne sont pas encore arrangées. La détermination des fonds propres et les différences dans les différents pays. Et pourtant, on a plusieurs directives, il y a les accords de BAL 1, BAL 2, BAL 3, et les fonds propres ne sont pas déterminés de la même façon selon le système bancaire de chaque pays. Ce qui fait que la demande de crédit va être déterminée par des questions différentes, et donc, si un crédit est déterminé par des questions différentes, il y aura des taux d'intérêt différents et des primes de risque différentes. Donc, nous avons aussi les manques de transparence, par exemple, dans les contrats de la grande distribution. Vous savez que, par exemple, quand la grande distribution signe un contrat avec un producteur, et très souvent, le producteur il est engagé à livrer les produits en fonction de la capacité de stockage. Donc les produits restent chez les producteurs qui doivent supporter les coûts de ce stockage. Et en même temps, les distributeurs, et ce qu'il fait aussi souvent, c'est lui offre la possibilité d'avoir une promotion, mais avec une déduction du prix qu'il va payer. De cette manière, la personne qui va vendre les produits, bon, c'est 10, mais 10 m'ont vendu parce que nous faisons la production. 10 m'ont quelque chose parce que nous faisons ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là ne sont pas tout à fait claires dans la réalisation du contrat, mais la distribution ne paye pas de TVA pour ces réductions. Pendant que s'il payait les prix et après elle faisait une facture pour les services qu'elle offre, il y aurait une TVA pour l'État. Donc, les thèmes de la transparence nationale ou internationale sont très délicats. Et plus les choses sont obscures, plus la corruption s'installe. Et la corruption, ça s'installe à tous les niveaux de la société. C'est pour cela que c'était aujourd'hui très important. Je ne vais pas continuer sur cet aspect-là, parce que sinon, ça serait une conférence assez longue. C'est cette question-là qui, moi, ça m'a interpellé. Et je crois que la personne qui va nous expliquer comment s'attaquer à la lutte contre la corruption, qu'est-ce qu'elle représente dans les démocraties, parce que s'il n'y a pas de corruption, les pays fonctionnent bien. Et s'ils fonctionnent bien, les pays sont plus démocrates et les normes sont plus respectées. Mais quand il y a de corruption, on ne sait pas exactement là où elle va. Et là, je crois que la personne la plus adéquate pour vous parler de ça, c'est M. Emmanuel Oli-Tandongo, qui est le président de la haute autorité de lutte contre la corruption à Brazzaville. La violence et la corruption peuvent-elles constituer des facteurs de déstabilisation des démocraties? Thème important, actuel et au regard des vertus de la démocratie dans le développement des nations. L'ossature de notre exposé est constituée de deux grandes parties. La première, c'est la définition des concepts, et la deuxième, les effets néfastes de la violence et la corruption dans les démocraties. La première, la violence d'État dans laquelle la force physique est le fondement ultime de l'autorité du pouvoir politique. La deuxième, la violence protestataire qui se manifeste contre l'ordre social établi, le régime politique ou simplement les représentants et agents de la puissance publique. Et enfin la troisième, la violence intersociale qui s'exprime par les affrontements ou les menaces d'affrontement, mais oppose les groupes sociaux dans un État. Cette dernière forme de violence est l'apanage des leaders politiques, notamment ceux des partis d'opposition qui incitent leurs sympathisants et adhérents sur fond de corruption ou désordre
le but recherché étant de se faire entendre et éventuellement accéder au pouvoir par ces moyens. La corruption consiste en l'abus des pouvoirs reçus en délégation à des fins privées. Au regard de ce qui précède, on est en droit de s'interroger si la violence et la corruption ne constituent-elles pas des facteurs déstabilisants pour la démocratie à travers leurs effets néfastes qui vont constituer le deuxième point de notre exposé. Les effets donc, néfastes de la violence et la corruption dans les démocraties. En effet, après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France, la BOL, du 19 au 21 juin 1990, plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Congo-Brazzaville, mon pays, ont organisé des conférences nationales en vue des États généraux de la nation et l'ouverture par conséquent de la voie vers une démocratie pluraliste. La corruption crée un déséquilibre institutionnel, notamment certaines personnes portées à abuser du pouvoir d'arbitrage entre plusieurs révolutions et rythmes de changement possibles dont elles disposent. C'est donc la mauvaise gouvernance, l'échec des institutions démocratiques et la marque d'un manque de capacité à gérer la société au moyen des systèmes équilibrés de freins et de contrepoids sociaux, judiciaires, politiques et économiques. La corruption suppose un coût économique qui affecte tant les ressources que les dépenses de l'État. En leur posant cette question, vous sentez-vous plutôt citoyen de votre territoire local, de votre pays, de l'Europe ou du monde? Le résultat nous a fort surpris. Les réponses étaient pour 10% du territoire, 12% le pays, 39% l'Europe et 39% le monde. Par cette introduction, je souhaite rappeler que la citoyenneté est diverse et à plusieurs niveaux, ce qui n'est pas naturel en France, où la citoyenneté nationale est mise en super priorité, notamment dans l'éducation et les médias. Mon deuxième coup de projecteur porte sur la définition de ce qu'est la citoyenneté européenne dans les documents officiels. En fait, je devrais dire les deux définitions, car il y en a malheureusement deux. Il y a celle de l'Union européenne et celle du Conseil de l'Europe. Pour l'Union européenne, le traité actuel, dans son article 8, décrit la citoyenneté par un ensemble de droits. Droit de circuler, de séjourner librement sur le territoire des États membres, droit de vote, d'éligibilité aux élections, droit de pétition, etc. Pour le Conseil de l'Europe, la charte sur l'éducation à la citoyenneté démocratique et l'éducation aux droits de l'homme, c'est le nom de la charte, insiste sur le fait que la citoyenneté comprend un rôle actif dans la vie démocratique afin de promouvoir et de protéger la démocratie et la primauté du droit. Un citoyen est quelqu'un qui a un rôle actif. Personnellement, je préfère cette approche. La citoyenneté n'est pas seulement une série de droits, elle est aussi un engagement personnel pour faire vivre la démocratie. L'apprentissage de la citoyenneté démocratique comme ayant trait à une participation accrue à la cohésion sociale, à l'accès, à l'équité et à la solidarité.
Nous nous sommes interrogés au sein du Bureau du mouvement européen sur les initiatives que nous pouvions prendre pour développer la prise de conscience de la citoyenneté européenne dans les territoires. Il porte sur le nécessaire apprentissage de la citoyenneté européenne chez les jeunes. Porte sur le programme Erasmus, relativement bien connu, qui permet à des étudiants de suivre des cours dans une université européenne située dans un autre pays. Il s'appelle aujourd'hui Erasmus+, incluant notamment des échanges dans le domaine des sports, de la jeunesse en général, des apprentis, des enseignants, etc. Ce programme de l'Union européenne, commencé en 1987, a concerné depuis lors 2,5 millions de jeunes. Il représente une dépense d'environ 3 à 4 milliards d'euros par an. Je rappelle que le budget annuel de l'Union européenne est un peu moins de 200 milliards. Donc, c'est quand même petit dans le budget. Erasmus+, est évidemment, au moins pour les étudiants, une occasion de mieux comprendre la citoyenneté européenne. Les réflexions actuelles menées pour améliorer ce programme, et tu pourrais en parler, portent sur un Erasmus plus participatif, avec des actions mises en place pour inciter les jeunes à l'engagement dans la société, dans l'éducation non formelle, dans les quartiers et à un niveau européen par une plus grande participation à la vie démocratique. On ne saurait trop le répéter, l'unité de l'Europe ne se fera pas uniquement ou principalement par les institutions européennes. Leur création suivra le cheminement des esprits. D'où l'importance d'une libre circulation des idées et des hommes entre les pays européens. Supprimer les barrières n'est pas tout, il faut organiser la coopération. Celle-ci suppose avant tout la multiplicité des contacts personnels, échanges, stages, congrès, voyages d'études, expositions, tournées, rencontres de jeunes manuels et intellectuels, 3 petits points. Donc notre idée c'est agir local, penser global, et je pense que ça va prendre du temps, et que la paix est le but réel avec l'éducation comme vecteur de citoyenneté. À l'époque, le vecteur de citoyenneté c'était le suffrage, avant le vote. Aujourd'hui, il me semble que c'est l'égalité de salaire pour les femmes, c'est essentiel. Et donc, quelques années après, il y est arrivé la Constitution sociale par la Charte sociale européenne, qui sera la seconde convention phare du Conseil de l'Europe. C'est important que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, qui a une vocation juridique. Winston Churchill ne voulait pas d'économie, donc pour ça, il y aura ultérieurement le traité de Rome et l'Union européenne, et c'est eux qui deviendra l'Union européenne. Mais c'est très intéressant, c'est de voir que, effectivement, cette Charte sociale, dans un premier temps, à quoi elle sert? Elle sert à harmoniser les campus législatifs des États. Elle sert à auditer, à avoir des rapports des États. Ce qui est très important, c'est comment ils fonctionnent, quelles pratiques ils ont. Donc, dans un climat diplomatique et bienséant, les choses avancent. Moi, j'ai été ébloui quand j'ai découvert tout ça, quand j'ai commencé à travailler avec le Conseil de l'Europe comme juriste, j'étais ébloui. Alors, pour la Charte sociale, les réclamations collectives, ce sont collectives. Donc ce sont automatiquement ou des syndicats généralement européens, ou bien ce sont des ONG qui sont habilités à cet effet sur une ligne particulière. Et donc ça ne nous empêche pas, une fois que vous pouvez lancer, et c'est en premier et dernier recours, et une fois que vous avez lancé une réclamation collective, on vous attaque quand même sur votre recevabilité, bien que vous ayez été habilité à cet effet. Une des contradictions qui me gênent comme moi. Alors, le contenu de la charte et l'égalité, à l'évidence, c'est un moteur, mais encore faut-il que le Comité européen des droits sociaux soit saisi des questions, et les questions des femmes, je rappelle, ne sont pas uniquement que pour les femmes, c'est une question d'égalité, de démocratie plus forte, plus juste, plus équitable, et après, ça ne suffit pas, il faut encore avoir des décisions qui peuvent permettre de faire avancer ce public, ce qui n'est pas toujours le cas. Aucun État n'a reconnu sa responsabilité. J'avais donc visé 2 piliers, inégalité de salaire entre les femmes et les hommes, et deuxièmement, manque de femmes dans les postes de décision des entreprises. Donc je visais les boards, les conseils d'administration, mais aussi les CEO.
Et là aussi, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Donc on se moque du monde. Les États se moquent du monde. Alors j'ai un État, j'ai vu la défenseur de l'égalité qui voulait absolument intervenir. Je lui ai dit, écoutez, d'abord vous mettez ce que vous avez à dire, qui est très intéressant, mais vous le mettez sur un site, votre site. Quand c'est public, moi je pourrais m'en saisir. Autrement, vous êtes en danger, compte tenu de la façon dont ça se passait. Donc voilà, donc on a eu les États qui ont été des opposants, pour certains, virulents, vraiment, qui n'y attendaient pas. Et moi, j'ai été paumée parce qu'il n'y a pas de doctrine. Donc, où est-ce qu'on trouve des éléments de réponse? La jurisprudence, elle est étale parce qu'elle n'est pas commentée. Donc, c'est facile de dire venez les petits à moi, déposer des réclamations collectives, mais vous n'avez pas d'éléments pour vous. Alors, j'ai écrit à un ancien président de la Charte sociale qui s'appelle Jean-Michel Bélorgey, à qui je rends hommage ce soir. Et j'ai écrit une lettre du château d'avocat, très courtoise. Il a reçu ma lettre. À l'instant où il l'a reçue, je vous attends demain à 11h. Donc j'étais là le lendemain à 11h. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu rédiger des mémoires en étant relu. Hein, il me disait, ben là ça va pas, non mais qu'est-ce que vous, la virago de Alpar m'a-t-il traité pour mon exposé des faits, ça je ne lui ai pas demandé son avis, j'aurais quand même fait. Évidemment, moi je voulais que ça soit, je ne voulais pas être mémoire à la Cour de cassation, je voulais que ça soit quand même un combat des femmes, pour les femmes et les hommes, pour l'égalité. Bon. Alors les décisions qui ont été rendues, alors normalement il y avait une obligation de résultat, et bien ça a basculé dans l'obligation de moyens, donc ça change tout, merci. Deux, la Suède, comme la Suède mettait 1 milliard d'euros pour lutter contre cette question, on a considéré que ce n'était pas la peine de la condamner, évidemment, de faire une décision de bien fondée, alors qu'à l'évidence, elle n'était pas au taquet sur le droit de la Charte sociale, puisqu'elle mettait 1 milliard pour arranger les choses, mais c'est pas grave. Les décisions, je les ai trouvées peu audacieuses, j'étais, je dois dire, assez triste. J'ai trouvé, toujours avec mes peu de connaissances, que finalement le comité de ministres n'avait pas beaucoup réagi. La Charte sociale et son service, oui, il y a un film, il y a peut-être trucs qu'ils n'ont jamais mis, mais il se trouve que le 6 juillet dernier, j'ai été invitée à parler, et donc à assister au 25e anniversaire de la Charte sociale au Conseil de l'Europe. Et alors là, c'était un des jours magiques de ma vie, professionnellement, militant, parce que j'ai appris que ce que j'avais fait avait été un tsunami dans les États. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'identité d'abord et lorsqu'on parle de valeur ensuite? D'abord, il faut savoir qu'en France, si on situe que la France, l'identité ne s'est pas faite en un jour et nous avons bien des sujets, ça ne nous aura pas échappé, sur qu'est-ce que l'identité, en France notamment, et je reviendrai après sur ce qu'est l'identité européenne potentiellement parlant. C'est un sujet de fond, c'est un sujet de débat, ça ne vous aura pas échappé non plus. Et nous avons bien des complexités et des complications à cet égard. Est-ce qu'il s'agit d'une origine territoriale? Est-ce qu'il s'agit d'un fonds commun pour un pays qui a une naissance originelle qu'on fixe à un peu plus de 2000 ans et puis avec une évolution qui est à la fois liée aux transparences des différents membres qui l'ont traversé, également au, je veux dire, un transhumanisme de l'époque qui n'existait pas encore, et puis également de savoir de quelle manière cette France que nous connaissons actuellement, je ne parle que du territoire métropolitain, bien évidemment, je ne mets pas les dom-tom et les territoires d'outre-mer qui sont absolument fondamentaux, mais là aussi qui sont un questionnement quant à l'identité. C'est-à-dire que vous avez des lieux qui sont censés être français, en partie ou complètement, je n'en citerai aucun pour ne pas faire de jaloux, qui nécessairement ne revendiquent pas tout à fait le même positionnement que la métropole. Donc nous avons déjà un statut particulier en France, même si on le cache parfois ou on ne veut pas trop l'évoquer, mais qui pose un certain nombre de questions, certainement très légitimes, mais auxquelles on a beaucoup de mal à apporter des réponses, et pour cause. Alors c'est pour vous dire que si ce statut un peu particulier de la France dans l'Europe et dans son adversité, j'allais dire interne, existe, c'est pour vous dire que les autres États membres, qui n'ont pas la même histoire, qui sont, même s'il y a parfois des conjonctions de coordination, avec notamment plus au nord la Belgique et un certain nombre d'autres choses dans l'histoire. Car si l'on se situe au siècle précédent, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, vous voyez bien que la France telle qu'on la connaît actuellement n'était absolument, et pas que la France, les pays européens, donc les démocraties européennes pour une part, n'étaient pas toutes des démocraties,
et bien nécessairement n'était pas nécessairement européenne, et en plus n'était pas, comme vous l'entendez, comme on le voit actuellement, au niveau territorial. Donc ça pose un certain nombre de questions pour reprendre ce que nous entendons par identité européenne. Bien sûr, je ne vais pas vous faire une définition, j'en serais bien incapable, vous l'aurez compris, mais ce qui me semble important sur ce point, c'est de rappeler, si ce n'est un historique, en tout cas une évolution dans le temps, qui fait que ce que nous allons pouvoir déterminer actuellement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, il y a encore même 20, 30 ans, etc., ne serait-ce que pour ce qui est du territoire hexagonal, et je ne parle même pas des autres États membres, bien évidemment. Ensuite, lorsque l'on parle des valeurs fondamentales, alors vous connaissez bien évidemment les valeurs françaises que nous essayons de propager, puisque vous parliez de la déclaration de la Charte des droits de l'homme qui est initiée par un Français pour les Nations Unies et en 48 ou 9, je n'ai rien fait des fous, mais c'est à peu près ça. Corrigez-moi si jamais je suis dans l'erreur, bien sûr. Donc, les valeurs fondamentales de la République, vous les connaissez toutes, elles sont liberté, égalité, fraternité. Et puis on complète de plus en plus, même si ce n'est pas indiqué, par solidarité, laïcité. Liberté, on entend à peu près tout ce que ça veut dire, même si c'est un concept qui est très aléatoire. L'égalité, c'est un sujet. Vous en avez parlé, bien nécessairement, et il n'est pas que sur le sujet femmes-hommes, il est sur bien des aspects un sujet qui reprend beaucoup de thématiques. C'est un sujet, d'ailleurs, on pourrait dire que l'égalité n'est pas synonyme d'égalitarisme. Là aussi, il y a des nuances qu'il ne faut pas confondre. Parce qu'on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même sac, et non, tout le monde a droit à la différence et non pas à l'indifférence. Donc l'égalité, c'est aussi le respect des uns et des autres dans l'acception de ce qu'ils sont, avec leurs identités propres, avec leurs nuances et leurs spécificités, et de ne pas dénier ces spécificités. Si mon propos, vous voulez le compléter, je serai évidemment très preneur, ça va sans bien être. Ensuite, la fraternité. C'est un concept qui nous est de plus en plus cher parce qu'il est de plus en plus malmené, ça ne nous aura pas échappé. Je parle que pour la France, je ne m'amènerai pas de citer d'autres pays bien nécessairement, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir quelques problématiques et qui sont assez peu dues au hasard. C'est un long parcours d'organisation, de mouvements divers, français pour une part, bien étrangers d'autres, et ça nourrit de plus en plus une forme, je vais mettre ça de manière très large, d'ostracisme potentiel, de sectorisation des individus et puis également de défiance. Donc, vous évoquiez tout à l'heure les défiances concernant la nation française et donc concernant également la démocratie, elles sont au pied de notre mur actuellement. J'ai l'impression que les Français, nous tous, entre autres, pas que vous bien sûr, puisque je pense qu'il y a différentes nationalités parmi nous aujourd'hui, mais les Français, qui sont un petit peu en redemontade parfois, on va dire, ont l'impression que la laïcité, c'est un concept qui est tout à fait reconnu et qui est mondialement accepté. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et ce n'est pas du tout le combat de quelque chose contre autre chose, c'est surtout la préconisation de laisser à chacun individu la possibilité d'avoir un avis sur ce qui est du religieux ou autour du religieux, ou pas. Ou pas. Donc ce n'est pas contre quelque chose ou contre autre chose, c'est justement la capacité et la possibilité, en s'émerveillant un petit peu, d'être justement en pleine liberté. Donc on revient sur l'aspect à l'état dans lequel nous vivons, mais qui nuise également au rapport avec l'Europe et aux rapports européens, bien nécessairement. Donc il y a des causes et des conséquences. Et nous ne sommes pas seuls, bien nécessairement. Et donc, si on veut essayer de progresser et d'envisager ça, à mon sens, et là je vais m'engager un petit peu, je crois que nous devrions reconcevoir et reconceptualiser un petit peu les principes d'éducation, la manière que l'on a de la dispenser, l'implication à la fois des individus de manière transgénérationnelle. Il ne faut pas mettre les anciens d'un côté, les plus jeunes de l'autre, et puis créer des murs entre tout cela. Il faut essayer de redoser et de reconcevoir nos partages, et puis également nos façons de vivre ensemble. Je condamne l'ignorance qui règne en ce moment dans les démocraties aussi bien que dans les régimes totalitaires. Cette ignorance est si forte, souvent si totale, qu'on la dirait voulue par le système, sinon par le régime. J'ai souvent réfléchi à ce que pourrait être l'éducation de l'enfant. Je pense qu'il faudrait des études de base très simples, où l'enfant apprendrait qu'il existe au sein de l'univers, sur une planète dont il devra plus tard manager les ressources, qu'il dépend de l'air, de l'eau, de tous les êtres vivants, et que la moindre erreur ou la moindre violence risque de tout détruire. Il apprendrait que les hommes se sont entretués dans des guerres qui n'ont jamais fait que produire d'autres guerres, et que chaque pays arrange son histoire mensongèrement de façon à flatter son orgueil. Flatter son orgueil, retenez bien ça.
On lui apprendrait assez du passé pour qu'il se sente relié aux hommes qui l'ont précédé, pour qu'il les admire là où il mérite de l'être, sans s'en faire des idoles. J'en rajouterai les femmes, aussi Maria de Rennes, parmi des tas d'autres, et vous-même, madame. Donc, et que chaque pays arrange, pardon, je reprends mon propos, où il mérite de l'être sans s'en faire des idoles non plus que du présent ou d'un hypothétique avenir. On essaierait de le familiariser à la fois avec les livres et les choses. Il saurait le nom des plantes, il connaîtrait les animaux sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux très jeunes adolescents sous prétexte de biologie. Il apprendrait à donner les premiers soins aux blessés, très utile en ce moment. Son éducation sexuelle comprendrait la présence à un accouchement, son éducation mentale, la vue des grands malades et des morts. Il n'y a plus de morts, bonjour, vous avez remarqué, il n'y a plus de corbillard. Ceci dit en passant, hein, on nous cache tout ça. C'est pas par hasard, soyons clairs. On lui donnerait aussi les simples notions de morale sans laquelle la vie en société est impossible, instruction que les écoles élémentaires et moyennes n'osent plus donner dans ce pays, c'est un autre sujet. En matière de religion, on ne lui imposerait aucune pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de toutes les grandes religions du monde et surtout de celle du pays où il se trouve pour éveiller en lui le respect et détruire d'avance certains odieux préjugés. Et enfin, les dernières lignes, on lui apprendrait à aimer le travail, pour le travail est utile, et à ne pas se laisser prendre à l'imposture publicitaire en commençant par celles qui lui vendent des friandises plus ou moins frelatées et lui préparant des caries et des diabètes futurs. Il y a certainement moyen de parler aux enfants de choses véritablement importantes, plutôt qu'on ne le fait, et ça date de 1980, ce sont les yeux ouverts de Marguerite Yourcenar. Je vous remercie pour votre écoute. L'Europe, notre Europe, est transversée par des fractures et des divisions qui deviennent de plus en plus profondes. Nous sommes en train de vivre une mise en question de tous nos modèles, économiques, politiques, institutionnels, identitaires, politiques, sociaux. Et dans les années à venir, nous serons probablement amenés à les redéfinir, car nous n'allons plus ni vivre, ni travailler, ni produire comme avant. Le monde d'aujourd'hui, avec l'actualité que nous vivons, est en train de tenir son souffle et l'Europe se fragilise. Est-ce que sera-t-elle capable de se transformer, de s'équiper des institutions plus responsables, moins hégémoniques et avec une dimension politique? C'est qu'il lui manque cruellement en ce moment. Les droits de l'enfant grandissent les hommes. Quels apports de ce colloque pour le City et son devenir? En écoutant nos intervenants, j'ai entendu des mots d'espoir. Par exemple, M. Zielinski nous apprend que 74% des Français donnent leur confiance aux associations devant les collectivités locales. Ou encore, M. Laurent Grégoire m'a appris que le taux du sentiment de citoyenneté à l'égard du monde, citoyenneté mondiale, est de 39%, contre à peu près 10 ou 12%, je crois, pour le sentiment de citoyenneté nationale. Mais j'ai également entendu des mots d'inquiétude. Violence décomplexée, désorientation de nos sociétés et montée de la précarisation, violence légitimée dans la bouche de M. Tribault-Laspierre. Jacques Bréjean nous parle de développement durable qui n'apporte pas de réponse, mais que des questions encore et encore, ou encore la question de la complexité croissante de nos problèmes, dans la bouche de notre président d'honneur, M. Pierre-Julien Dubost, ou encore mon confrère Michel Jean-Baptiste, qui nous parle de sang et de sueur dans le combat pour la transformation écologique. Comment alors ne pas se perdre face à un tel tableau? Comment ne pas capituler? Permettez que je réponde en parlant de passion, ou bien d'amour, de gourde, ou encore de fidélité, qui seuls permettent de tenir le cap des engagements afin de parvenir aux plus hautes réalisations, malgré la permanence des ruptures. À cet égard, rien de grand ne s'est accompli dans l'histoire sans passion, nous explique Hegel dans son introduction à la philosophie de l'histoire.
La passion qui fait l'histoire, ce n'est pas seulement la haine et la part du gain personnel, mais c'est aussi le renoncement à soi pour mieux s'offrir à ce qui nous dépasse, aux grandes causes, sans savoir d'ailleurs ce que l'univers entier nous réserve, ni même s'il nous réserve une récompense, pour reprendre la parole de Jean Jaurès. Quel apport de ce colloque pour le nouveau City et son devenir? Ce colloque vient rappeler au City l'importance et surtout et avant tout l'urgence de ce renoncement à soi que je viens d'évoquer, de cet engagement de l'homme pour l'homme, conformément au nouveau sacerdoce du City, qui est désormais la promotion de la transmission intellectuelle orientée vers l'engagement autour des grands défis sociétaux et environnementaux de la démocratie et de l'état de droit au XXIe siècle. Donc la rupture, telle n'est pas vraiment la question. La question, et les interventions de ce soir ont bien su la faire ressortir, consiste en quelque chose de plus particulier, de plus exceptionnel. C'est le sentiment que nous sommes de nos jours à un carrefour d'intensification et d'amplification extrême, sans égale de ces ruptures, qui entraînent à son tour une certaine urgence à penser et à agir. Je parle d'intensification, je parle d'amplification des ruptures, parce que tout en étant des prolongements du passé, ces ruptures nous touchent au cœur, et en ce sens, elles charrient presque toutes une nature nouvelle, celle des ruptures de nos plus belles espérances. Il est souhaitable que le City ne perde jamais de vue ce second paradigme de la transmission intellectuelle qui est la transmission du cœur. Ce cœur, c'est le courage qui permet de tenir contre tous et soi-même. C'est d'abord le courage de la prise du risque de vouloir travailler à un monde nouveau, plus juste, plus beau, plus heureux. C'est le courage de sortir de sa tranquillité quotidienne pour trouver le temps et la force tous les jours de courir après le pain quotidien, mais en même temps de trouver le temps d'œuvrer pour une cause qui nous dépasse. C'est le courage contre soi-même. C'est le courage de tous les courages que je nomme fraternité et qui se trouve si admirablement rappelé dans la charte sociale de l'Europe. La transmission intellectuelle, c'est aussi et surtout la transmission de cette conscience sans laquelle toute science n'est que ruine de l'homme. Nous savons respecter quand nous nous engageons. Donc merci à tous les intervenants et intervenants qui sont venus, quel que soit leur rang, quel que soit leur grade, et quelle que soit leur fonction, et souvent beaucoup plus pris ou demandés que ceux qui nous sont venus. D'abord, ce colloque, il a marqué la transition entre la CITI de ce dernier siècle et le nouveau CITI, qui naît en quelque sorte aujourd'hui, avec vous comme témoin et comme parent. Pour ne pas baisser vis-à-vis, je dirais comme marraine. C'est avec beaucoup d'émotion, moi aussi, quelqu'un a dit tout à l'heure, un autre vice-président, que j'ai entendu pour ma part plusieurs intervenants évoquer nos actions passées au cours de ces dernières décennies, de ces longues décennies, parfois d'un demi-siècle presque, auxquelles j'étais très souvent associé, mais c'est vrai que parfois on se dit tiens, on était là, on a fait tout cela, souvent dans l'ombre, et souvent malgré la pression des institutions, quelles qu'elles soient, qui n'étaient pas toujours favorables. Et enfin, je reviendrai à la synthèse de notre premier vice-président. La synthèse du premier vice-président nous a montré le lien qu'il y avait entre tous les différents sujets que nous avons eu à traiter cet après-midi. Il nous a surtout montré qu'il fallait désormais aller de l'avant, que la page était tournée, la page du siècle passé, nous avons célébré, elle était finie. Et que maintenant, nous devions être à la hauteur des engagements et de nos obligations dans la nouvelle constitution, composition de notre CITI. Je suis tout en mieux placé pour vous dire que j'ai vécu
pendant plus de 50 ans l'ancienne organisation. Fort, il n'y en a qu'un seul, il est là au premier rang, je tiens à le saluer, c'est un artiste plasticien qui était rentré à la CNTI à l'époque, bien avant moi. Sinon, pour ma part, je suis rentré en 1969, compté vous-même, avant d'accéder à la présidence il y a quelques mois. Et ça montre aussi l'évolution. Et quand, je ne sais plus quel intervenant, nous disait les jeunes d'aujourd'hui voudraient avoir tout de suite des fonctions de décision, de direction. Il fallait quand même être un peu patient. Moi, je dirais que ce n'est pas une question de patience, c'est une question d'acquis d'expérience. Je ne serais pas venu à l'idée de revendiquer la présidence quelques années seulement après l'effort d'Ukraine en 1969, donc très très jeune. Bon, il a fallu attendre 5 ans, 4 ans pour exercer cette fonction au terme de cette longue action, de ce long mandat. Voilà la leçon que nous donne aujourd'hui, que nous donne à moi, tout particulièrement tout ce qui vient de se passer, tout ce que j'ai entendu, et l'orientation qui nous a été donnée par notre Premier vice-président, celle-là, elle doit être écrite, elle doit être reprise, elle doit servir presque de fronton, de notre nouvelle organisation. Il faut nous engager, il faut militer dans le sens de cette transmission ô combien importante aujourd'hui, car si on ne transmet pas tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il ne restera plus rien. Voilà la conclusion que je voulais tirer de ce long colloque, en nous excusant aussi, nous prions de nous excuser de n'avoir pas pu faire de pause, car la première table ronde en particulier est tellement débordée que nous n'avons plus le temps ni d'un débat, ni d'une pause. Et le débat peut-être frustré certains d'entre vous qui auraient osé poser des questions. Je vous rassure tout de suite, dans les mois qui viennent, nous organiserons, non plus un colloque cette fois, mais des séminaires, des petites réunions beaucoup plus restreintes, des séminaires sur chacun des sujets qui ont été traités aujourd'hui. Et là, au contraire, vous aurez droit, si vous revenez, à la parole, il y aura beaucoup moins d'intervenants, beaucoup plus de respect, de participants et de dialogue. Voilà, donc un des engagements que nous pouvons comprendre pour le nouveau CETI qui est né aujourd'hui, au terme de son premier siècle. Et si le président Bonheur a souhaité bon vent pour, j'ose pas dire moi, un deuxième siècle, aucun d'entre nous ne verra, mais au moins pour les prochaines décennies, c'est les rendez-vous que je vous donne, quel que soit l'âge des uns ou des autres. Et pour ma part, je suis déjà un senior, donc le senior que je suis a quand même le courage de vous dire rendez-vous dans les prochaines décennies. Merci encore d'être venu, merci d'être là, et à bientôt j'espère.